I want to introduce now someone that Monsieur Charest spoke about, one of the great business leaders in Canada, Jacques Lamarre, President and Chief Executive Officer of the global engineering and construction firm SNC-Lavalin from 96 to 2009. This is one of the great examples of business expertise in Canada and around the world. Prior to his appointment as the CEO, he's been an engineer and executive position since 1967, the year before I was born. Monsieur Lamarre is the officer of the Order of Canada. He was named the governor of Greater Montreal Centraide in recognition of his role as co-leader of Montreal's 2008 campaign. He has been one of the great achievements of our business community. And he is what very many people think about Canada, someone who knows how to build businesses, someone who has used Canada as a launchpad for international experience. And he's someone who knows a lot of the details, not, Joanne talked about the big picture, someone who understands big vision and then, like all engineers, how to actually implement it. I want to ask Monsieur Lamarre to come up and tell us how to implement. A little engineering wouldn't hurt us. Here he is. So I don't know what to say after this introduction, but j'étais intéressé le commentaire que vous avez fait. J'ai commencé à travailler, vous étiez à peine né, puis je vois dans la salle plusieurs étudiants qui peut-être ont la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont des nouveaux arrivés. Puis pour moi, j'ai les cheveux gris. Puis j'ai commencé, puis je voudrais féliciter le professeur de McGill d'avoir apporté les étudiants, parce que je trouve que c'est vraiment visionnaire. Parce que je pense qu'est-ce qu'on va dire ce soir, c'est extrêmement important pour les étudiants. Tu sais, je me souviens des années 60, la Révolution tranquille, bien, on voyait tout ce qui se passait là, sur la Sainte, là, tout ce qui s'est passé au Québec, tout ce qui s'est passé sur la scène internationale, tous les empires là, britanniques, français, belges. Tous les empires ont disparu, toutes les colonies sont devenues des pays indépendants. Dans les années 60, on pensait, franchement, même pour les ingénieurs, on abandonnait la règle à calcul pour aller aux ordinateurs. Puis on pensait que les années 60, c'était les années les plus intéressantes qu'il n'y avait jamais eu dans l'univers, puis que ça ne se reproduirait plus. Mais je dois dire que quand je regarde la situation présente, je pense qu'il y a des années qui sont devant vous, ou devant nous, pour... je pense que c'est des années où il y a des défis extrêmement intéressants puis extrêmement difficiles. Puis actuellement, je veux dire, quelqu'un disait, on suit l'exemple américain. C'est vrai, mais combien d'entre nous lisent les projets de loi qui se discutent actuellement aux États-Unis et qui sont censés influencer toute notre vie? Puis, c'est quelque chose que je vous encourage, puis ça me fait extrêmement plaisir de voir des jeunes ici ce soir parce que qu'est-ce qui va se passer dans les 10, 15 prochaines années, c'est extrêmement important. Puis, tout à l'heure, M. Charest, tout le monde parlait vision, approche, personne n'ose parler de mots politiques. Moi, je ne voudrais pas m'arrêter des mots, mais je dirais que le système qui va être mis en place pour régir l'énergie au Canada, pour régir le problème d'environnement, le système qui va être mis en place, c'est la chose la plus importante qu'on va faire, là, ou qui n'a pas été faite depuis les 50 dernières années. Si vous regardez pourquoi les banques canadiennes ont bien réussi, malgré la crise économique incroyable. Pourquoi ils ont bien réussi? C'est parce qu'il y avait un bon système qui réussissait le monde financier au Canada. Puis, on peut dire qu'il y avait des bons gérants, des bons gestionnaires, mais partout ailleurs, c'était une grande crise. Pourquoi ça réussit au Canada? C'est parce qu'on avait un bon système en place. Dans le monde énergétique, il faudrait, dans le monde environnement, il faut aussi qu'on se mette un bon système en place. Il ne faudrait pas être gêné dans les mots. Il faut vraiment qu'on ait un bon système. Puis si on ne le fait pas, ben, on va payer un grand prix. Puis ici, ça va être vous autres qui allez avoir manqué votre révolution. À l'époque, on appelait ça, nous autres de Québec, la révolution tranquille. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça la révolution verte ou je ne sais pas quel nom. Mais c'est une chose extrêmement importante sur laquelle il faut vraiment veiller très attentivement à ce qui va se passer. M. Charest et d'autres ont mentionné, dans ce système-là, quelles devraient être les composantes principales. C'est certain que la conservation de l'énergie, il n'y a rien qui peut battre ça, rien qui peut battre la conservation de l'énergie.
Le deuxième, c'est certain que moi, étant ingénieur et étant un peu pragmatique, c'est certain que j'aimerais mieux que ça soit orienté sur une base de marché. Quand on pense que cette énergie-là, cette révolution-là va être basée sur des subsides, ça m'inquiète. Il faut vraiment qu'il y ait une base de marché qui soit sous-jacente, qui soit forte, parce que si ce n'est pas une base de marché, tranquillement, les gens, là, quand ils vont venir pour payer ça à travers leurs impôts, bien, ça va être un problème, puis il faut vraiment là, se rapprocher le plus possible de la base de marché. Puis aussi, comme troisième composante, aux États-Unis, ils parlent d'énergie renouvelable, mais ils ne mettent pas les grands projets hydroélectriques dans l'énergie renouvelable. Dans leur définition de l'énergie renouvelable, l'hydroélectricité ne fait pas partie de l'énergie renouvelable. Ils ont défini l'énergie renouvelable comme étant le vent, la photovoltaïque, quelques projets de biomasse, quelques projets là, de run of the river pour des projets hydroélectriques, mais ils sont très, très limitatifs dans ce qu'ils définissent comme énergie renouvelable. Puis pour moi, encore là, ce troisième critère-là, il faudrait vraiment qu'on se comprenne sur qu'est-ce que c'est qu'une énergie propre. C'est une énergie propre, puis il faudrait prendre en compte toute l'équation qui est nécessaire pour produire cette énergie-là. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment être certain là, qu'on ne se fait pas une illusion. Des fois, l'énergie qui vient de la biomasse, certains peuvent se débattre, ça va produire autant de gaz qu'une autre forme d'énergie. Il faudrait être très, très prudent de la définition des termes. Puis actuellement, aux États-Unis, bien, ils sont un peu imposteurs, parce que pour eux, l'énergie renouvelable, bien, c'est très, très limitatif. Puis c'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter, mais, je veux dire, actuellement, le Vermont semble évoluer un peu, mais c'est quand même quelque chose qui est très peu entendu aux États-Unis. Puis j'ai très peur que les lois qui vont sortir, bien, vont avoir une définition d'énergie renouvelable qui peuvent finaliser et le Canada et beaucoup les économies à travers le monde. Je voudrais faire un peu quelques commentaires sur Copenhague. Pour moi, Copenhague, ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès parce que, pour la première fois, de sensibiliser toutes les économies dans le monde. Avant, c'était un peu marginal. Il y avait juste un tiers des pays pollueurs qui faisaient partie de l'accord de Kyoto. Puis dans l'accord de Kyoto, le Canada, quand il est allé là-bas, ne comprenait pas ce qu'il faisait. Quand le Canada a signé son papier là-bas à Kyoto, n'avait aucune idée de ce qu'il signait. C'était un geste purement politique. Moi, je pense que l'environnement maintenant est rendu une affaire trop sérieuse. On doit sortir la politique dans l'environnement, puis la traiter vraiment avec une approche technique. Puis je trouvais qu'à Copenhague, le fait que les pays comme l'Inde, la Chine, la Russie, qui sont les plus grands pollueurs par dollar de produit national brut, hein, parce qu'il faut, per capita, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, là, c'est votre nombre de tonnes par dollar d'économie. Quand ces économies-là vont être rendues à notre niveau, parce qu'ils croissent hein, dans 20 ans, 30 ans, ces économies vont être rendues à notre niveau. S'ils continuent de croître au niveau où ils polluent actuellement, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce qui va se produire? Il faut vraiment qu'on s'entende avec ces pays-là pour leur dire, OK, vous avez une base, mais votre croissance future, il faut au moins que vous soyez aussi propre que le Canada, aussi propre que d'autres pays dans le monde. On ne peut pas vous laisser croître en polluant de cette façon-là. Puis ça a été un peu le message de Copenhague. Puis moi, dans ce sens-là, Copenhague était un bon succès parce que c'était un succès de réalisme. Et ça n'a pas été un succès où les gens rêvaient puis disaient des choses pour faire plaisir.